Se loger est un besoin pour tous, mais l'accès au logement pour tous est une véritable préoccupation qui nous interpelle, un véritable casse-tête chinois pour les populations ivoiriennes. Nous allons aujourd'hui dans ce numéro de Habitat à la Une vous présenter les enjeux du logement pour tous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qui ouvre la saison 3 de Habitat à la Une, votre émission spécialisée dans le logement, dans l'architecture et dans l'habitat chez nous en Côte d'Ivoire. Allez, installez-vous, nous nous retrouvons bien sûr après le sommaire. Au lendemain des indépendances, il a été initié sur l'ensemble du territoire national plusieurs projets et programmes de construction de logements de différents standings à moindre coût, mais qui au terme n'ont pas pu résorber le problème de logement existant. Malgré les nouvelles initiatives entamées, le problème demeure et inquiète. Notre reportage dans ce numéro attirera notre attention sur l'enjeu que revêtent les logements pour tous dans la résolution de la crise et surtout dans l'atteinte des objectifs d'émergence. De plus en plus, l'on constate à tout coin de rue la construction d'hôtels-résidences. S'il est vrai qu'il contribue dans une certaine mesure au développement du tourisme, notre expert dans l'œil de l'architecte nous indiquera néanmoins les dispositions élémentaires à prendre pour un meilleur aménagement des espaces. Et c'est parti pour la rentrée. Nos enfants, en plus d'étudier, se doivent de savoir se comporter pour atteindre facilement de bons résultats. Suivons Bienvenue chez moi pour tout savoir sur les bonnes manières à communiquer à nos enfants pendant l'année scolaire, qu'on soit du sud ou au nord de la Côte d'Ivoire. Construire, nous le savons, est d'abord fonction du type de sol. Mais une bonne étude du sol peut nous garantir la sécurité et la survie du bâtiment malgré le temps. Suivons à ce sujet les bons plans pour les conseils de notre expert. Mesdames et messieurs, nous allons commencer cette émission avec des questions. Ce sera dans notre reportage. Le logement pour tous est-il possible et en quoi est-ce qu'un tel programme peut-il contribuer à l'émergence? Réponse maintenant. On a vu que le gouvernement avait entrepris certaines actions concernant le logement en Côte d'Ivoire. Mais après, on a vu qu'il y a eu un désengagement de l'État. J'ai dit qu'il s'agit d'un contrat négatif. Parce que depuis 1960, l'État ivoirien en particulier s'est impliqué dans les constructions de logements. Et à un moment donné, l'État s'est impliqué pour que ces constructions-là, les Ivoiriens puissent avoir accès naturellement au logement de façon à un taux moindre, voilà, au rabais. Mais à un moment donné, l'État s'est retiré. Il faut dire qu'au niveau de l'habitat, le gouvernement a mis des politiques en place qui n'ont pas surtout marché. Aujourd'hui, le constat il est clair. On a encore un manque criard de logements en Côte d'Ivoire. Il faudrait que l'État puisse réintégrer ces promotions immobilières, comme l'État l'avait fait auparavant. Voilà, et l'État peut y mettre de l'ordre. Il est du droit de l'État de, en tout cas, s'engager dans, comment on appelle ça, la construction de logements ici en Côte d'Ivoire. Il faut une réorganisation de ces structures-là. D'abord, l'État doit plus s'impliquer. Et lorsqu'on confie des tâches à certaines personnes, il doit avoir un suivi parfait et des études pour pouvoir permettre que ce projet puisse aboutir. On ne finira jamais assez de le dire que la politique de logement demeure la pierre angulaire de plusieurs programmes et projets de société des différents gouvernements qui se sont succédés en Côte d'Ivoire avec comme leitmotiv des logements pour tous. Mais dans les faits, faire des logements pour tous est-il possible? Et comment s'y prendre pour réaliser ce type de projet d'envergure? Tout le monde doit avoir un toit. La question essentielle est de savoir si tout le monde peut être propriétaire. Nous pensons que dans un pays comme le nôtre, une majorité de gens peuvent être propriétaires. En prenant une ville comme Abidjan, on comptait 4,4 millions d'habitants en 2016 pour 948 000 ménages. Le déficit global en Côte d'Ivoire est de 600 000 logements. Ce déficit national augmente de 50 000 logements chaque année. Pour répondre à cette problématique, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a lancé le programme présidentiel pour la construction des logements économiques et sociaux. Ce programme a de très belles perspectives. Il est extrêmement difficile à mettre en œuvre,
dans la mesure où il faut réunir 5 composantes autonomes et en faire un ensemble homogène. Ces 5 composantes sont un cadre cohérent qui est défini par le gouvernement. Deuxièmement, des promoteurs motivés qui doivent être en mesure au moins d'équilibrer leurs activités. Troisièmement, des banques qui financent les promoteurs et dont, pour la plupart, le seul métier n'est pas l'immobilier. Quatrièmement, des acquéreurs entrant dans ce programme-là de façon ordonnée, structurée, de façon cohérente. Et cinquièmement, des organismes spécialisés dans le financement des crédits acquéreurs. Il faut pouvoir mettre ces 5 composantes ensemble, les organiser et les rendre homogènes. Sans une organisation de ces 5 éléments, les résultats seront difficiles à atteindre. Mais si nous réussissons à rendre homogènes ces 5 éléments, oui, un logement pour tous est quelque chose d'atteignable ici en Côte d'Ivoire. Pour rappel, il y a 3 grandes périodes qui ont marqué l'évolution de l'habitat en Côte d'Ivoire. Une première, après les indépendances dites de modernisation de l'habitat, qui a vu la création en 1962 et 1963 de sociétés d'État, la SICOGI et la SOGEFIA. Elles avaient pour objectif principal la réalisation à bon marché d'un habitat de qualité en direction des populations à revenus moyens. Après 25 années d'une politique plus ou moins réussie, les années 90 seront marquées dans un second temps par la grave crise économique, d'où le retrait progressif de l'État du secteur productif, réconfigurant le paysage de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Dès lors, comment s'y prendre pour une meilleure réorganisation du secteur de l'immobilier? Le programme de construction de logements économiques, social et de standing, parce qu'il y a une partie standing dans ce programme, si on le réussit, on change la face de notre pays. Pour atteindre ces objectifs, il faut absolument que les 5 composantes dont nous avons parlé tout à l'heure travaillent ensemble, dans une collaboration positive. L'État doit aider les promoteurs qui, à leur tour, doivent aider l'État. Les banques doivent s'engager davantage dans le financement de l'immobilier en soutenant les promoteurs qui, à leur tour, doivent construire une solidarité plus forte pour protéger les ressources que les banques mettent à notre disposition. En se fédérant, on devient plus en mesure de protéger la banque dans le financement qu'elle met à la disposition du promoteur. Troisième composante, les acquéreurs, surtout ceux qui travaillent, doivent s'organiser en véritable force homogène. Secteur sinistré au lendemain de la crise de 1999, l'immobilier va connaître à partir de 2000 une politique de relance à travers des réformes et structurations qui sera stoppée malheureusement par la grave crise politique militaire de 2002. Mais après une décennie de crise, la Côte d'Ivoire a renoué avec la stabilité, promouvant ainsi une nouvelle politique dite de l'émergence. Atteindre l'émergence passe aussi par la capacité de l'État à construire des logements pour tous. C'est donc pourquoi il a été initié la politique des logements sociaux. Mais comment cette politique peut être au service de l'émergence? Voyez-vous, dès qu'on parle d'émergence, on parle d'enrichissement collectif en tant que nation. Et donc, on parle de produit intérieur brut. Notre pays a un produit intérieur brut de 22 660 milliards de francs CFA. Nous avons un taux de croissance de notre produit intérieur brut de l'ordre de 7% depuis les 7 à 8 dernières années. Ce qui veut dire que chaque année, nous tous les Ivoiriens enrichissons notre pays de 1630 milliards de francs CFA par année sur la base toujours de 7% de taux de croissance. Voyez-vous, le logement est quelque chose d'essentiel dans la croissance du produit intérieur brut et donc dans les objectifs d'émergence. Si nous étions en mesure de réaliser 50 000 logements par année,
à une moyenne de, disons, 15 millions de francs CFA par logement. Ce qu'on appelle le gros œuvre d'un logement représente globalement 50% du coût de construction. Alors dans ces conditions, rien qu'avec 50 000 logements en plus, entre autres variables, la construction de ces 50 000 logements amènerait globalement une croissance supplémentaire de 1,75%. Donc, je crois que l'une des solutions pour l'émergence est de réussir à renforcer de façon volontariste la production de logements. Malgré quelques difficultés rencontrées dans sa phase d'exécution, le programme de logement pour tous constitue une clé de réussite à même de juguler de manière considérable le déficit de logement. Notre Chambre remercie le gouvernement pour avoir conçu ce programme de logement économique, sociaux et de standing. Nous devons le réussir tous ensemble, dans une vraie solidarité des acteurs, pour offrir au plus grand nombre de nos frères des logements en propriété. Les difficultés rencontrées, les incompréhensions ne doivent pas nous décourager. L'enjeu est bien trop important pour nous, pour que nous faiblissions. Les architectes ont le compas dans l'œil. C'est une expression qui les rattache au souci du détail et à la précision. Mesdames et messieurs, ensemble, en faisant une belle incursion dans ce beau petit monde. Quel constat faites-vous sur la prolifération des hôtels et autres résidences à louer? Je dirais que c'est très bénéfique. C'est très bénéfique parce que le développement de ces secteurs montre la santé économique d'une ville, d'une région et d'un pays. Et aussi, ça montre que le tourisme aussi se développe. Parce que tous ceux qui se déplacent, tous ceux qui viennent dans une zone ont besoin de se loger, ont besoin de trouver un endroit pour se sentir bien. Donc, en général, je dirais, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on constate que beaucoup viennent dans ce domaine sans tenir compte des éléments qui vont permettre aux clients de se sentir bien. On fait un espace qu'on appelle résidence hôtelière, mais qui ne répond pas à tous les critères de résidence hôtelière. Et c'est ça qui est dommage. Chacun s'érige en acheteur d'intérieur pour aménager son espace et on ne donne pas les conditions nécessaires pour que l'individu qui vient dans cet espace se sente bien. Quelles sont les dispositions élémentaires à respecter en matière d'aménagement des espaces? Quand quelqu'un va dans un espace pour pouvoir se loger, et il n'est pas chez lui, il a besoin d'abord du confort. Il y a le lieu qui va l'attirer, le confort. Et aussi il y a la sécurité. Et l'aménagement doit être fait de telle sorte que celui qui vient, il vient peut-être pour des raisons professionnelles. Et ces raisons professionnelles l'emmènent dans un espace pour qu'il puisse faire le travail qu'il a à faire et repartir. Mais quand il rentre dans cet espace, il y a des services qu'il faut proposer. Parce que même dans la classification même des hôtels, il y a plusieurs types. On va hôtel 1 étoile, aux 5 étoiles. Et les aménagements sont faits en fonction de ça. Les résidences hôtelières doivent tenir compte de certains principes pour leur aménagement. Parce que quand on va dans une résidence hôtelière, d'abord, il y a la chambre. La chambre qui va nous accueillir, qui va nous permettre de passer un bon séjour dans la zone bien précise, qui va nous permettre aussi, si nous sommes partis pour un élément professionnel, comment pouvoir travailler. Et dans l'espace aussi, les promoteurs peuvent proposer d'autres services qui peuvent être des salles de conférence, des salles de gym, une piscine, pour le bien-être de l'individu qui va se retrouver dans cet espace. Voilà. Donc, il y a certains éléments qu'on peut proposer pour que ça réponde aux besoins. Ce n'est pas juste l'espace pour dormir, mais il y a le confort et la sécurité de l'individu qu'il faut prendre en compte. Je suis à Abidjan, je vais faire une résidence hôtel. Il faut que je situe la zone. En fonction de la zone, en fonction du besoin, en fonction de la demande. Une résidence hôtel qui va se situer à Korogo, ce n'est pas la même chose que je vais faire à Bassam. Ainsi de suite. Donc la zone où je vais créer mon espace, il faut que je tienne compte du besoin du client. Et aussi, ça permet à l'individu qui se retrouve dans une zone de pouvoir aussi connaître la culture de la zone.
Donc tout cet espace doit être aménagé de telle sorte que dès que je rentre dans cet espace, que je sache exactement dans quelle zone je me trouve et aussi quel est le service qui me sera proposé. Tout aménagement doit répondre à un principe bien donné. Quels conseils pouvez-vous donner aux opérateurs voulant intervenir dans le secteur de l'hôtellerie? On a besoin de se loger. Quand on se déplace, on ne se déplace pas avec sa maison. Cet espace pour se loger doit tenir compte de, comme je l'ai dit, il y a le confort et la sécurité. Le confort, on ne s'érige pas en acheteur d'intérieur pour aménager. Faites appel toujours à un professionnel. Il saura vous donner exactement ce qu'il faut pour pouvoir permettre l'aménagement de votre espace. Parce que l'aménagement de l'espace, ce n'est pas seulement déposer des objets, avoir un fauteuil ou autre, mais on doit l'aménager pour que ça réponde. Tous les éléments s'enclenchent pour donner un résultat. Ce résultat, à la fin, c'est quoi? C'est de permettre au promoteur de rentabiliser, de fructifier son argent. Quand c'est bien aménagé, le client se sent bien. Mais il y a aussi le côté culturel, où il va apprendre aussi la religion des autres. Donc, ce que je peux dire, faites toujours appel à des professionnels. Ils sauront vous permettre de pouvoir bien aménager votre espace et aussi vous permettre de rentabiliser l'investissement que vous ferez dans ces environnements. Eh bien, c'est l'heure pour nous, mesdames et messieurs, de faire un récap de tout ce que nous avons vu depuis le début de ce numéro de Habitat à la Une. Nous vous rappelons juste que c'est le premier du genre qui ouvre la saison 3 de votre émission spécialisée dans l'architecture et dans le logement. Le logement pour tous est-il un enjeu? Eh bien, des réponses ont été données par notre expert en la matière, c'était dans notre reportage. Et ensuite, dans l'œil de l'architecte, l'importance des architectes en construction. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Qu'est-ce qui pourrait nous emmener, mesdames et messieurs, à bien entretenir, à améliorer et bien à concevoir notre cadre de vie? Ce sont bien sûr des astuces et des conseils. Nous sommes encore de retour dans Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Je suis Solange Amand. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un thème bien particulier qui nous intéresse tous, des bonnes manières à inculquer aux enfants pour leur prise en charge pour une meilleure réussite de leur année scolaire. D'abord, il faut savoir que nous devons préparer avec cet enfant-là la transition entre les vacances et la rentrée scolaire. Pour cela, ensemble avec nos enfants, il est très important de souligner que nous devons le faire ensemble pour impliquer l'enfant, pour lui montrer qu'il est également responsable de sa réussite, établir ensemble les objectifs à atteindre, aussi bien au niveau des parents que nous sommes, mais surtout au niveau de l'enfant avec qui nous travaillons. Une fois que la transition est réussie avec notre enfant, nous devons veiller à la préparation de l'enfant pour chaque jour d'école. Notre enfant a besoin de sommeil, alors veillons à ce qu'il se couche tôt, en tenant compte bien entendu de l'heure du début de cours le lendemain, mais également du temps de repos qu'il lui faut. Pour nos enfants, disons du préscolaire jusqu'au collège, en général, ils ont besoin d'au moins 10 heures de sommeil. Si nous savons que l'enfant doit être sur pied au plus tard à 6 heures pour être à l'heure à l'école, alors prenons sur nous d'être nous-mêmes debout bien avant pour nous donner le temps de réveiller tranquillement notre enfant, en commençant par allumer la lampe. Ensuite, en parlant, dans son sommeil, il nous entend et il finit par enregistrer que c'est l'heure du réveil qui sonne ainsi, pour l'amener petit à petit à sortir de son sommeil et à être prêt au moment indiqué pour pouvoir se mettre à la douche, se brosser les dents, prendre son petit déjeuner avant de prendre la route de l'école. Il y va de sa santé. À la fin, ça rentre dans les habitudes de l'enfant et puis ça se fait systématiquement, ça se fait de manière innée, ça devient une routine pour lui. Nous avons l'emploi du temps de l'enfant. Il est important que nous puissions nous préparer afin de récupérer l'enfant à temps.
Parce qu'une trop longue attente à l'école n'aide pas l'enfant à se reposer. Parce qu'il est stressé, maman n'est pas encore arrivée, papa n'est pas encore arrivé, le chauffeur n'est pas encore arrivé, le car est en retard. Tout ça, ça contribue au stress de l'enfant. Une fois qu'il est de retour à la maison, nous devons mettre un accent particulier à son hygiène. Il est bon que nous puissions marquer une pause, nous, à notre niveau, pour échanger avec l'enfant. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qui tu as rencontré aujourd'hui? Parle-moi de tes amis, parle-moi de tes cours, de tes profs. Ça nous permet de connaître ses joies, ses peines, ses chutes, ses faiblesses, ses échecs. Cela nous permet d'instaurer un véritable climat de communication et de confiance avec notre enfant. N'oublions pas que c'est à nous d'inculquer à l'enfant le goût de l'école, le goût de l'étude. Passons en revue son cahier avec lui, passons en revue les leçons du lendemain avec lui et permettons-lui ainsi d'être prêt pour le lendemain. Tous les enfants n'ont pas forcément des parents qui sont à 100% présents à la maison. Il y a des structures adaptées aux besoins, aux attentes des parents pour les enfants, pour la réussite de l'éducation de leurs enfants. N'hésitons pas à transmettre à nos enfants les bonnes manières pour qu'ils puissent réussir leur année scolaire à travers leurs études, à travers leurs loisirs, mais également à travers leur repos, toujours avec notre présence. Merci. Nous poursuivons cette émission Habitat la Une et nous sommes tout doucement en train d'égrener nos différentes étapes. Mesdames et messieurs, maintenant, tout ce qui est bon à savoir en matière de construction, c'est maintenant dans les bons plans. Sur quel type de sol faut-il construire en Côte d'Ivoire? Il y a différents types de sols. Nous avons par exemple des sols argileux, des sols sablonneux, des sols latéritiques, des sols granitiques, etc., etc. Mais ce qui est important de savoir, on ne construit pas sur n'importe quel type de sol. Par exemple, si vous devez faire une maison, que vous allez construire sur un sol qui n'est pas stable, il va y avoir des tassements, c'est-à-dire que le sol, sous le poids de la maison, va descendre et ça peut être très préjudiciable à la construction. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut faire une étude de sol. Cette étude de sol va permettre de connaître les différentes couches de sol qu'on va rencontrer et à partir de là, on va fonder notre maison. Quels sont les éléments techniques à prendre en compte pour éviter d'éventuels problèmes? Au niveau technique, une fois qu'on a fait les essais de sol, il faut s'adresser à un ingénieur. L'ingénieur, il va pouvoir savoir quel type de fondation il faut pour une maison donnée. La maison ne se bâtit pas comme ça, il faut que ce soit sur un bon sol. Et l'ingénieur, lui, va apprécier à quel niveau il doit se mettre. Donc, à l'ingénieur d'apprécier en fonction des moyens aussi que le client a, où on va fonder notre bâtiment. Parce que des gens, au départ, calculent des maisons, disent « je veux un R+1 ». Et quelques années après, ils viennent et disent « bon, moi, mettez 2 niveaux dessus ». Ça ne se fait pas comme ça. Il faut recalculer pour voir comment on peut consolider cette fondation de façon à ce que la maison puisse tenir. Quels conseils pouvez-vous donner à toute personne voulant entreprendre une construction sur un sol donné? Premièrement, faire des essais de sol et deuxièmement, s'adresser à un ingénieur pour garantir la stabilité des maisons qu'on va faire et cela sur tout type de sol qui doit être apprécié par l'ingénieur.
Mesdames et messieurs, c'est ensemble bien que nous suivons le premier numéro de la saison 3 de Habitat à la Une. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour décortiquer encore un autre sujet. Surtout merci pour votre fidélité, mais ne l'oubliez pas, tous ensemble pour un habitat meilleur. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat à la une/